Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière partie consacrée à la blockchain. Alors je vais vous présenter ce qu'est la blockchain et le lien qu'elle a avec les problèmes qu'on a vus précédemment, notamment le consensus. Alors déjà, pour avoir un peu de contexte, la technologie blockchain a été proposée par une personne sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto à la fin 2008. Donc elle a posté ça sous la forme d'un article et avec des discussions sur des forums de la communauté Cypherpunk. Alors vous irez voir sur Wikipédia si vous voulez plus d'infos sur cette communauté, mais c'est en fait un groupement de personnes qui poussent à l'utilisation de la cryptographie pour augmenter la protection de la vie privée notamment, et on peut voir ça aussi comme étant l'envie de s'éloigner de tout gouvernement central, donc proposer des technologies qui permettent d'éviter le contrôle par une entité centrale. Voilà, donc c'est finalement la suite logique un petit peu avec l'avènement d'Internet, qui a amené à des technologies qu'on dit pair à pair, donc qui permet à des gens de communiquer des informations directement entre eux sans passer par des serveurs centraux. Donc un des exemples les plus connus de ce principe, c'est notamment le torrent, qui permet d'échanger des fichiers de manière pair à pair, sans avoir de contrôle central, ou alors en limitant en tout cas le contrôle central dans le protocole. Voilà, donc du coup, ici, là, le Bitcoin, c'est un protocole qui veut faire la même chose, donc éviter d'avoir un acteur central dans le protocole, mais pour créer une monnaie décentralisée, pair à pair. C'est d'ailleurs le nom de l'article qui a été publié, qui a été mis sur le forum en tout cas, qui s'appelle Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, et qui est disponible sur Internet et que vous pouvez aller voir. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le lire si vous voulez avoir des détails sur ce protocole. Donc ici, je vais vous détailler vraiment les grandes lignes, essayer de faire comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, et le lien que ça a avec le consensus. Alors d'abord, avant de commencer, on peut se poser la question de quoi on a besoin pour avoir une monnaie. D'accord ? Quand on veut vraiment, on veut créer une monnaie, donc le but après, ça va être de la faire décentraliser, mais déjà, comment on peut créer une monnaie ? Alors si on prend l'exemple de l'euro, on a des billets, des pièces, qui représentent une quantité de monnaie, et ces billets, on les met dans nos porte-monnaies, et voilà. Et donc quand on va acheter quelque chose, on prend un billet d'un porte-monnaie et on le met dans un porte-monnaie, dans le porte-monnaie du vendeur, et lui, en échange, il peut nous donner par exemple un sandwich ou quelque chose en tout cas un bien physique. D'accord, donc cette opération qui est d'accord. Donc il y a deux choses principales, c'est le fait d'avoir des billets, un porte-monnaie et puis ce transfert d'argent qui doit respecter certaines conditions, notamment en euros. C'est des choses qui sont assez triviales, mais quand on prend un billet et qu'on le donne, et après le billet n'est plus dans notre porte-monnaie. D'accord, donc on n'a pas copié, on ne peut pas dupliquer le billet. Il n'est plus dans notre porte-monnaie et il se retrouve dans le porte-monnaie du vendeur. Donc ça, c'est une opération finalement qu'il va falloir représenter sous la forme virtuelle, et cet échange, il va falloir le représenter sous forme informatique. Alors maintenant, on va essayer de créer cette monnaie petit à petit pour voir un peu comment on arrive au protocole Bitcoin. Donc d'abord, imaginons qu'on veut créer une monnaie virtuelle centralisée. Déjà, cette monnaie existe déjà à plein d'endroits. Quand vous allez, il y a beaucoup de sites internet qui ont des monnaies virtuelles. Donc on peut acheter la monnaie virtuelle, et après la monnaie virtuelle peut se servir à être échangée entre les participants du site, ou dans des jeux par exemple, contre des objets, et voilà. Donc comment ça c'est implémenté déjà, comment vous pourriez l'implémenter? La manière la plus simple, c'est de faire une base de données. D'accord, vous mettez sur un serveur une base de données qui garde une trace de qui a quoi. D'accord, donc telle personne a tant de... on va appeler ça déjà Bitcoin, d'accord, on va dire que c'est notre monnaie virtuelle centralisée. Donc on va dire Alice a 10 bitcoins, Bob a 5 bitcoins. Et voilà, donc du coup là, qu'est-ce que c'est que la monnaie? Ça va être un nombre dans une base de données. Qu'est-ce que c'est qu'un porte-monnaie? Ça va être une ligne, évidemment, une ligne de notre base de données correspond au porte-monnaie de quelqu'un. Et donc si un nouvel utilisateur arrive, par exemple, il suffit de créer une ligne dans la base de données disant qu'il a 0 bitcoin. Donc à notre porte-monnaie maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut transférer de l'argent? Donc si Alice veut donner 5 bitcoins à Carole pour un sandwich, par exemple, eh bien elle envoie un message
à vous, le responsable du site web, vous disant de transférer l'argent, par exemple 5 bitcoins, à Carole. Et donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre à jour les lignes de votre base de données, donc vous allez retirer 5 bitcoins à Alice et ajouter 5 bitcoins à Carole. Et le mieux, c'est de faire ça de manière atomique, peut-être en vérifiant voilà, que ça se passe bien. Il ne faut pas que ça crache entre les deux, mais il y a des manières de faire avec des transactions par rapport à SQL ou des choses comme ça pour que cette opération soit atomique. Et donc du coup, maintenant, voilà, il y a les 5 bitcoins qui ont bien disparu du porte-monnaie d'Alice et 5 bitcoins qui sont bien apparus sur le porte-monnaie de Carole. Il n'y a pas eu de duplication de bitcoin. D'accord. Bon, alors après, on pourrait se poser la question quand même, il faudra peut-être que cette transaction soit authentifiée quand même. C'est-à-dire que si vous recevez un message en disant « Ah, il faut transférer 5 bitcoins de Alice à Carole », il faut peut-être que vous vérifiez que celui qui vous dit ça, c'est bien Alice. Donc ça peut être... On va mettre ça tout de suite, on va régler ce problème-là tout de suite, et après on n'en parlera plus, parce qu'en fait, c'est assez simple. Donc une manière simple, c'est de supposer que chaque utilisateur a une clé privée publique, a créé une paire de clés cryptographiques, et dans la ligne de la base de données, on stocke la clé publique de la personne. Donc si quelqu'un veut créer un compte, il va donner une clé publique, et donc dans la ligne de la base de données, on va mettre ça comme information. Et ensuite, les transactions qui concernent cette ligne-là vont devoir être signées par la clé privée. Donc si vous êtes le responsable du site web, et que vous recevez un ordre disant qu'il faut transférer 5 bitcoins de Alice vers Carole, eh ben, il doit y avoir une signature de ce message qui a été signé par la clé privée de Alice. D'accord, celui qui dépense cet argent. Et donc voilà, donc on va supposer maintenant que dès qu'on dit on a une transaction qui dit d'envoyer de l'argent d'une personne A à une personne B, on suppose en fait qu'elle a été signée par la personne A. Voilà, et que la destination de la transaction, c'est finalement la clé publique du compte B. D'accord, dire j'envoie l'argent à Bob ou j'envoie de l'argent à la clé publique de Bob, finalement, en fait, dans la base de données, ce qu'on a besoin, c'est surtout la clé publique. Qui s'appelle Bob ou pas, ça c'est un pseudonyme, c'est pas important. Mais dans la suite, on va donner des noms, donc ça va être plus simple. Voilà, du coup, maintenant, on comprend pourquoi, en Bitcoin, quand vous avez un porte-monnaie Bitcoin, en anglais on dit wallet, et c'est une clé publique. D'accord, si vous voulez recevoir de l'argent, par exemple vous voulez recevoir des dons en Bitcoin, et ben vous allez vous allez donner votre clé publique, et les gens pourront envoyer de l'argent à cette clé publique, et c'est vous qui allez le recevoir en quelque sorte. Ça va être votre portefeuille, la clé publique et votre portefeuille. Ok, donc là ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça marche très bien parce que voilà, c'est centralisé, donc il n'y aura pas de problème de consensus justement. Et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent la plupart des technologies de monnaie virtuelle centralisée. Hein. Une base de données, voilà. Même dans les banques, hein, votre banque elle a une base de données avec combien vous avez sur votre compte. Et quand vous faites un transfert entre deux comptes de votre banque, et ben, c'est une mise à jour dans la base de données qui fonctionne comme ça. Donc maintenant, on veut décentraliser cette technologie. On peut par exemple dire que tout le monde a une copie de la base de données. D'accord ? Donc moi, je sais combien à Alice, combien à Bob, combien à Carole, et tout le monde a la même copie. D'accord ? On a la même copie de cette base de données. Voilà, et donc le truc maintenant, c'est que il faut que tout le monde la mette à jour en même temps. D'accord ? S'il y a une transaction, il faut que tout le monde la mette à jour. D'accord ? Donc on reprend le tas de départ. Voilà, donc il y avait 10 bitcoins pour Alice et 5 pour Bob. Et on va supposer encore une fois que Alice veut donner 5 bitcoins à Carole. Voilà, donc du coup, elle doit prévenir tout le monde. Donc elle va envoyer la transaction à tout le monde pour que tout le monde mette à jour la base de données. D'accord ? Donc en plus, vous connaissez des algorithmes qui permettent de diffuser une valeur et de s'assurer que tout le monde la reçoive correctement. Donc une fois que tout le monde la reçoit correctement, tout le monde va la mettre à jour correctement, et du coup tout le monde aura bien la même base de données après la transaction. Donc ça a bien marché. D'accord ? Et ensuite, par exemple, Carole peut utiliser ces 5 bitcoins pour acheter des chocolats à Bob, et donc de faire une transaction disant que il envoie 5 bitcoins à Bob. Donc il envoie cette transaction à tout le monde met à jour la base de données, et maintenant Bob a 5 bitcoins de plus, Carole n'en a plus, Alice a toujours ses 5 bitcoins, et voilà. Donc un problème qui peut se produire, c'est que se passe-t-il si Alice envoie en même temps que sa première transaction une autre transaction, donc un autre message, où elle donne 10 bitcoins à Oscar. Donc tout le monde va recevoir les deux messages, mais pas forcément dans le même ordre. Par exemple, Bob va recevoir le message
de Alice vers Oscar de 10 bitcoins en premier, et le message Alice vers Carole de 5 bitcoins en second. Et Carole, peut-être, va recevoir les messages dans l'autre ordre. Mais les deux messages sont en conflit, car on ne peut pas exécuter les deux. Sinon, Alice va avoir une balance négative. Et ça, c'est pas possible, voilà, sinon on va créer des problèmes. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on dit? C'est la première qui arrive et d'exécuter. D'accord? Donc, Bob va considérer que Alice a 0 bitcoin, que Oscar en a 10 et que Bob en a toujours 5. Alors que Carole, lui, il va croire que il a bien reçu 5 bitcoins et il va ignorer la deuxième transaction de Alice. Donc voilà, pour lui, il a 5 bitcoins. D'accord? Donc là, déjà, on a un problème parce que l'état de la base de données chez Carole et chez Bob sont différents. Et du coup, on a une incohérence dans le réseau et ça peut poser problème parce que maintenant, Carole, quand elle va vouloir donner 5 bitcoins, pour certains ça va passer, pour d'autres ça va pas passer, enfin certains vont être d'accord, d'autres non. Donc on ne sait pas est-ce qu'il peut les dépenser ou pas, donc on ne sait pas quel est le vrai état, en tout cas quel état est cohérent. Donc là on peut se dire, on pourrait se dire comment corriger ce problème. Ce qu'il faudrait c'est ordonner les transactions. Donc on pourrait se dire, Alice, il suffit qu'elle mette dans son message dans quel ordre il faut exécuter les transactions. Donc elle pourrait rajouter un identifiant 1 à la première transaction, un identifiant 2 à la deuxième. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si Alice n'a pas envie de faire ça? Ou alors si elle met l'identifiant 1 sur les deux transactions, on a le même problème. Notamment, alors on peut se dire pourquoi elle aura envie de faire ça? Peut-être parce que, par exemple, Carole, peut-être que par exemple, elle a envie d'acheter un sandwich à Carole, donc c'est pour ça qu'elle a envoyé ses 5 bitcoins à Carole, mais elle a envie à la fois d'avoir le sandwich et de garder ses 10 bitcoins. Donc, elle pourrait s'envoyer ces 10 bitcoins à elle-même. Alors elle pourrait avoir par exemple créé un compte, le compte d'Oscar, en fait c'est peut-être elle qui l'a créé, et du coup le fait d'envoyer 10 bitcoins à Oscar, en fait c'est pour se les réenvoyer à elle-même. Et du coup le fait de se les réenvoyer à elle-même et en même temps de l'envoyer pour acheter un sandwich, peut-être que Carole va croire qu'effectivement il a bien reçu les 5 bitcoins, donc il va donner le sandwich, et peut-être qu'ailleurs dans le réseau, tout le monde va se mettre d'accord pour dire qu'en fait non, c'est bien Oscar qui a eu les 10 bitcoins, et du coup Carole n'a rien reçu, et du coup Carole aura donné le sandwich sans avoir reçu l'argent. Voilà. Et on appelle ça une double dépense. Alice a doublement dépensé ses bitcoins, et c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix, parce que du coup, il y en a qui sont à avoir. Comment résoudre ce problème-là? Ce qu'on veut, c'est que les participants se mettent d'accord sur l'ordre dans lequel les transactions doivent être exécutées. Et se mettre d'accord sur quelque chose, on va utiliser le consensus. Donc le but, c'est que les processus se mettent d'accord sur l'ordre des transactions. Et pas uniquement baser ce choix-là sur ce que va nous dire Alice, parce qu'on ne fait pas forcément confiance. Donc là, on est dans un cadre de résolution du consensus en présence de nœuds malicieux ou byzantins. Ok, alors on peut se dire, on fait tourner le consensus, on a déjà des algorithmes, par exemple Paxos en version byzantine, il y a des versions qui existent et qui tolèrent un tiers de byzantin, et du coup, on va pouvoir, on résout le consensus, et puis les nœuds, ils se mettent d'accord, et une fois qu'ils sont mis d'accord, ils exécutent les transactions dans l'ordre, et tout le monde a du coup le même état de la base de données après ça. Donc on a terminé. Et en fait, c'est effectivement ce qui se passe. Effectivement, là, on a terminé. Il y a juste effectivement un tout petit problème qu'on va voir, mais si on avait un système fermé avec un nombre fini de nœuds qui exécutait le consensus, on aurait terminé, le problème serait résolu. D'accord. Le problème, c'est que quelles sont les hypothèses pour pouvoir exécuter le consensus? Alors on sait qu'il faut que ce soit pas totalement asynchrone, il faut que ce soit partiellement synchrone. Bon, ça sur Internet, on va dire que c'est faisable. Enfin, c'est une hypothèse qui est pas trop rigide, donc ça semble cohérent avec ce qu'on trouve sur Internet. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait le consensus. Il faut que le consensus s'exécute entre n processus connus, P1, P2 jusqu'à Pn. Il faut qu'il y ait moins d'un tiers des processus qui soient byzantins. Le problème, c'est que si n'importe qui peut participer au réseau, peut rentrer sur le réseau et dire, voilà, je crée une nouvelle ligne, je viens d'arriver, voici ma clé publique, et maintenant je participe au consensus. Et bien Alice, elle peut très bien créer plein d'identités fictives qui s'ajoutent au réseau, comme ça, qui n'ont pas de bitcoin, mais qui participent au consensus, et de telle sorte d'avoir plus d'un tiers de contrôler plus d'un tiers du réseau en fait. Et du coup, la borne
n'est pas vérifié, hein, donc du coup, le consensus ne marchera pas. C'est-à-dire qu'Alice va pouvoir casser le protocole et faire en sorte que des gens décident différemment. Voilà, donc du coup, les algorithmes de consensus habituels ne fonctionnent pas dans un contexte comme ça, public, ouvert, où n'importe qui peut participer. Pourquoi ? Parce que la sécurité est basée sur le nombre de processus corrects. Et le nombre de processus corrects dans un système ouvert, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, parce que n'importe qui peut créer des processus, peut en créer une quantité arbitraire. Et c'est là l'idée de génie apportée par Bitcoin, c'est de faire un protocole qui est ouvert à n'importe qui, mais dont les garanties de sécurité ne reposent pas sur un pourcentage de byzantins, mais sur une autre quantité qui ne va pas pouvoir être créée de manière fictive. Donc si on voit cela de manière schématique, on peut se dire que dans un algorithme consensus habituel, chaque processus a une voix, d'accord, et chaque processus a le même poids dans la décision. Alors que dans Bitcoin, chaque processus a un poids équivalent à sa puissance de calcul. D'accord, voilà, et c'est une quantité qu'on ne peut pas simuler. D'accord, on a une puissance de calcul et c'est quelque chose qui est physique, qui est réel. On ne peut pas virtualiser une puissance de calcul. Et donc, chaque processus a un poids dans la décision qui est proportionnel à sa puissance de calcul. Et on voit clairement ainsi que ça ne sert à rien de simuler des processus. Parce que si je simule deux processus, la puissance de calcul de chacun des processus sera divisée par 2. Donc au final, c'est la même chose que si j'avais gardé un processus avec 2 fois plus de poids dans la décision finale. Et donc, ça va être ça, là, notre critère de sécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le poids dans le vote final des agents malicieux soit supérieur à un tiers poids total de tous les processus dans le réseau. Ce consensus, basé sur ce poids-là, il va être très simple. Chaque participant va proposer un ordre de transaction. Donc il va dire, voilà, moi je propose de faire des transactions dans cet ordre-là. D'autres, ils vont proposer dans un ordre. Voilà, ils vont mettre ça dans un bloc, ils vont dire, voici mon bloc de transactions que je propose. Donc c'est des transactions qui viennent de partout, hein, mais voilà un ordre de lancement possible. C'est ça. Donc tout le monde propose un ordre de lancement, c'est la valeur proposée du consensus. Et ensuite, il y a un processus d'élection aléatoire qui va s'exécuter entre les nœuds et qui va être de telle sorte qu'on va choisir un bloc. Donc parmi tous les participants, on va choisir un bloc au hasard avec une probabilité proportionnelle à la puissance de calcul des participants. Du coup, quelqu'un qui a une puissance de calcul 2 fois plus élevée qu'un autre, il va avoir son bloc qui aura une probabilité 2 fois plus grande d'être choisi dans l'élection. Et une fois qu'on a élu le bloc, tout le monde va rapidement être au courant de quel bloc a été choisi et va dire ok, c'est ça l'ordre de transaction, et donc ils vont l'ajouter dans leur chaîne de blocs. En quelque sorte, c'est-à-dire que c'est ça qu'ils vont utiliser pour mettre à jour leur base de données, avec les lignes, hein, je vous rappelle, c'est toujours ça, hein, les lignes qui disent dans quel ordre, enfin, qui a quoi dans le système, et donc on va exécuter les transactions dans l'ordre du bloc pour mettre à jour la base de données. D'accord ? Donc maintenant, donc plutôt que de dire que finalement on stocke la base de données, finalement la base de données, c'est cette chaîne de blocs. Parce qu'une fois qu'on a la chaîne de blocs, on peut reconstruire la base de données en repartant de zéro. Enfin, au début, il y avait un certain état, et grâce à tous les blocs, on peut réexécuter toutes les transactions pour arriver à l'état actuel. Donc finalement, la base de données, c'est la chaîne de blocs, c'est la blockchain. Ok, donc maintenant, il nous reste à voir comment cette élection fonctionne, comment on peut élire un bloc avec une probabilité proportionnelle à la puissance de calcul. Comment on fait pour calculer cette puissance de calcul, déjà ? Donc on va s'intéresser à la technologie qui est en dessous. Donc premièrement, comment on peut prouver aux autres processus notre puissance de calcul. Donc si par exemple vous avez une puissance de calcul, vous avez un ordinateur, et vous voulez me prouver que vous avez une certaine puissance de calcul, comment on peut faire ça ? Donc pour ça, on utilise une technique qui existe depuis plusieurs années, qui s'appelle donc la preuve de travail, et qui a été proposée à la base pour notamment éviter le spam dans les emails. Le but était de dire, pour envoyer un mail, il faut prouver qu'on a une certaine puissance de calcul quand même. Ça évite que des gens puissent spammer des millions de mails sans que ça leur coûte rien, quoi. On a juste à envoyer un message. Donc le but c'était de demander à chaque envoi de mail de prouver une certaine puissance de calcul en même temps que le mail. Finalement, ça n'a pas été utilisé parce que c'était facile à contrecarrer en fait. Ok, donc comment on peut prouver notre puissance de calcul ? Donc par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il est capable d'exécuter 10 fois par seconde une fonction f donnée,
Alors ce qu'on peut faire, c'est lui demander par exemple de l'exécuter 100 fois avec 100 entrées différentes. Et normalement, au bout de 10 secondes, il doit nous donner les réponses. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est, ben voilà, on peut prendre notre temps, vérifier que effectivement les 100 réponses qu'il nous a données correspondent bien aux 100 images des entrées qu'on lui a fournies. Et si c'est le cas, alors on le croit, c'est-à-dire on suppose ok, il est capable parce qu'on lui a donné des entrées arbitraires. Du coup, il ne pouvait pas deviner qu'on allait lui donner ça, demander ça. Donc il était obligé de le faire au moment où on lui a donné les entrées. Le petit problème, c'est que ça coûte quand même assez cher à vérifier parce qu'on doit du coup nous-mêmes exécuter 100 fois voilà, les entrées. Alors une autre manière de faire, on peut par exemple prendre une fonction avec une certaine propriété, notamment on peut imaginer une fonction de telle sorte que parmi toutes les entrées, il y a une chance sur 100 que le résultat de la fonction soit 0 par exemple. Alors je peux lui dire à la personne qui veut me prouver qu'elle est capable d'exécuter 100 fois la fonction en 10 secondes, je peux lui poser la question, trouve un élément x tel que f de x égale 0. Ainsi, il va devoir exécuter la fonction avec plein d'entrées différentes jusqu'à trouver x. Et en moyenne, comme il faut en moyenne 100 essais pour trouver cet entier, parce qu'il y en a en moyenne 1 sur 100 éléments qui, effectivement, fait que f de x égale 0. Donc s'il me répond, il me donne une solution x, au bout d'environ 10 secondes, donc là, du coup, c'est plus vraiment exact, parce que ça va dépendre un peu de la chance qu'il a eue, mais s'il me répond au bout d'à peu près 10 secondes un nombre qui effectivement fait f de x égale 0, je peux aussi le croire qu'il a bien exécuté la fonction. Donc évidemment, là on suppose du coup qu'il n'aura pas pu, peut-être qu'il ne connaissait pas la fonction avant, sinon on l'aurait pu préparer, il aurait pu préparer le coup avant. Donc, on suppose qu'on lui donne la fonction en même temps que la question, on lui dit voilà, une fonction f bien particulière et trouve-moi le x qui fait que f de x égale 0. Et donc lui, s'il me répond au bout de 10 secondes, je peux avoir une bonne estimation de sa puissance de calcul. Et ça, c'est vraiment la base de la preuve de travail. On donne une fonction avec des valeurs solutions qui existent avec une certaine probabilité, et la vitesse avec laquelle on trouve la solution, c'est une preuve approximative de notre puissance de calcul. Alors évidemment, il faut que la fonction, en fait, elle ait des propriétés supplémentaires, sinon ça va être un peu trop facile de trouver une solution. Pour ça, on peut prendre en fait des fonctions de hachage. Alors, vous connaissez sûrement les fonctions de hachage, mais je vais ici rappeler juste les propriétés qui vont nous intéresser dans notre cas. Donc déjà, les fonctions de hachage, ça va être une fonction qui retourne un entier, quelle que soit l'entrée qu'on donne. On va dire que les entrées, ça va être des nombres, ou n'importe quoi, mais quelle que soit l'entrée qu'on donne, le résultat est un entier codé sur 256 bits. De plus, l'image d'une fonction de hachage ne peut pas se déduire de la valeur d'entrée. Donc c'est-à-dire que la sortie semble aléatoire. En fonction, on donne une entrée et la sortie semble totalement aléatoire. Et en changeant même un tout petit peu l'entrée, d'accord, on donne un entier x, on donne en entrée quelque chose x, ça nous donne une sortie qui semble aléatoire, on change un tout petit peu le x, et la sortie est totalement différente. D'accord, donc ça c'est hyper intéressant, parce que c'est-à-dire qu'on ne peut pas se rapprocher. D'accord, si on veut trouver une valeur telle que f de x égale 0, quand on a un f de x qui est proche de 0, on ne peut pas se dire du coup je vais changer un tout petit peu l'entrée pour me rapprocher un peu de 0. Non, si j'ai une sortie qui est proche de 0, je change un tout petit peu l'entrée, je peux atterrir sur un truc qui n'a plus rien à voir. Donc la seule manière d'obtenir une valeur, ça va être par essai successif. Donc c'est parfait pour notre cas, parce que si on demande à quelqu'un de chercher une valeur x telle que h de x soit plus petit que 2 puissance 256 divisé par 100, donc c'est-à-dire 2 puissance 256, c'est la taille de l'intervalle de image en fait. C'est-à-dire que quand on fait un h de x pour un x quelconque, on atterrit sur cet intervalle-là. Donc si on coupe cet intervalle-là, on en prend un centième, un nombre quelconque, il a une chance sur 100 d'atterrir sur cet intervalle-là. Et donc si je demande à quelqu'un, trouve-moi le x tel que h de x soit plus petit que 2 puissance 256 sur 100, donc c'est-à-dire qu'il est dans l'intervalle, alors il devra exécuter la fonction plein de fois, et chaque fois, c'est une tentative de plus pour réussir à trouver le nombre qu'il cherche. Et du coup, en moyenne, il faut exécuter 100 fois la fonction en moyenne pour trouver un nombre x tel que recherché. D'accord. Et lors de cette recherche, il y a plusieurs manières de faire cette recherche. Par exemple, il peut commencer à 0, il peut dire voilà, je fais h de 0, puis h de 1, puis h de 2.
jusqu'à trouver le h de x qui vérifie la propriété. Il peut aussi faire ça de manière totalement aléatoire. Il peut dire, voilà, je fais h de 6234, ensuite h de 730 354, ensuite h de quelque chose d'autre, et voilà. Et ça change rien de toute façon parce que chaque élément, ça donne un résultat aléatoire. Donc voilà. Et en moyenne, il lui en faudra une centaine pour trouver le x recherché. Voilà, donc maintenant on a une méthode pour prouver notre puissance de calcul. Alors comment on va s'en servir pour faire une élection maintenant? On va voir notamment comment Bitcoin s'en sert de cette preuve de travail pour élire le bloc de transaction qui va être accepté par tout le monde. Alors ce qu'on va faire, c'est utiliser directement la preuve de travail comme algorithme d'élection aléatoire, où la probabilité d'être élu va être proportionnelle à la puissance de calcul. En effet, on peut demander à tous les nœuds de trouver une solution à une preuve de travail, c'est-à-dire trouver un élément x tel que h de x est plus petit que, par exemple, 2 puissance 256 sur 100, alors chaque participant va chercher la solution, et la vitesse avec laquelle un participant va trouver la solution va dépendre du nombre d'exécutions de la fonction h par seconde qu'il peut effectuer. En effet, on a vu que la recherche d'une solution ne peut se faire que par essais successifs. Et donc si un participant a 2 fois plus de puissance de calcul par rapport aux autres, il aura une probabilité 2 fois plus grande de trouver la solution en premier. Alors dans cet exemple, avec chaque exécution de h, on a une chance sur 100 de trouver une solution. Donc finalement c'est assez facile. Et potentiellement beaucoup de participants vont répondre presque en même temps. Et c'est plus finalement la vitesse d'envoi du message qui va être importante. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va prendre un problème plus difficile afin d'éviter que tout le monde trouve la solution en même temps et trop vite. Alors pour rendre le problème plus difficile, on va réduire l'intervalle acceptable de valeur. Donc en fait, on va paramétrer cet intervalle. Donc c'est-à-dire, on va dire par exemple qu'une solution x est acceptable si elle vérifie h de x inférieur à 2 puissance 256 sur d. Et donc d, ça va être la difficulté de la preuve de travail. Ainsi, chaque tentative a une probabilité d d'obtenir une solution. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'en moyenne, par exemple, il y ait un vainqueur toutes les 10 minutes. Ça va, voilà, il y en a qui vont peut-être gagner en 8 minutes, d'autres peut-être en 12, mais la probabilité pour que deux personnes trouvent en même temps va être vraiment assez faible. Donc si l'ensemble des participants ont une puissance de calcul totale de m, donc on parle de hash rate, donc la puissance totale du réseau, hein, c'est-à-dire la puissance, si on met bout à bout toutes les puissances de calcul de tout le monde, on a une puissance m. Donc m, c'est le nombre de hash par seconde que les gens du réseau effectuent. Donc si on choisit par exemple, pour simplifier, d égale m, alors on aura en moyenne un vainqueur par seconde. Parce qu'il y a une chance sur m de trouver une solution à chaque essai, et les participants du réseau font m h par seconde. Donc en moyenne, hein, pour simplifier, on peut imaginer par exemple qu'est-ce qui se passerait si m était égal à 2. Donc imaginez qu'on a une chance sur 2 de trouver un h, et qu'on faisait 2 essais par seconde, et ben on aurait en moyenne une seconde. Donc si m égale d, on a un vainqueur par seconde en moyenne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un vainqueur toutes les 10 minutes en moyenne. Donc du coup, on va multiplier ce nombre-là par 60 fois 10. Donc si on prend d égale m fois 60 fois 10, eh ben, on aura en moyenne un vainqueur toutes les 10 minutes. Alors maintenant, petit détail technique, il faut que la loterie que l'on effectue soit différente à chaque fois. Vu qu'on va devoir le faire pour chaque nouveau bloc, on ne veut pas que la même solution puisse être utilisée pour 2 blocs consécutifs. Donc en fait, si on suppose qu'il y a déjà des blocs dans notre blockchain, on veut que la loterie, pour trouver le prochain bloc, dépende du bloc précédent. Comme ça, voilà, dès qu'il y a un nouveau bloc, hop, on a une nouvelle loterie et tout le monde cherche la solution du bloc suivant. Et donc, chercher la solution pour le bloc suivant, c'est ça qu'on appelle miner. Voilà, donc on mine le bloc, en fait, jusqu'à être vainqueur. En fait, on va chercher x tel que h de x concaténé avec le bloc précédent et le bloc courant, soit inférieur à 2 puissance 256 sur d. Donc on voit bien que la fonction de h, on va hacher quelque chose qui dépend du bloc précédent et du bloc courant, et donc du coup c'est unique, c'est-à-dire à chaque fois, dès que le bloc précédent change, et ben on va retrouver un nouveau x qui a cette valeur-là. Et donc pour inciter les gens à participer, le vainqueur du bloc gagne aussi une certaine somme d'argent. On appelle ça la Coinbase, qui donne l'argent. Donc voilà, donc c'est de l'argent qui est créé de nulle part, donc, entre guillemets,
et qui est reversé au vainqueur du bloc. Donc du coup, ça incite les gens à miner, à chercher ce X pour que leur bloc passe, parce que quand leur bloc passe, et ben, ils gagnent de l'argent. Ok, donc maintenant on est prêt pour détailler l'architecture globale de Bitcoin, vraiment, pour conclure. Donc en fait, dans une blockchain basée sur la preuve de travail, comme Bitcoin et comme beaucoup d'autres, on a un bloc initial, qu'on appelle le Genesis, qui peut initialiser les balances de tout le monde, ou par exemple les mettre toutes à 0. Mais il y a effectivement des blockchains qui ont initialisé des valeurs en donnant par exemple au fondateur de la blockchain de l'argent initial. Ensuite, on peut chercher le bloc suivant en cherchant le nombre. Donc, ce nombre, on l'appelle nonce en anglais, qui permet de gagner le bloc suivant. Le gagnant du bloc gagne, disons, 50 bitcoins. Par exemple, ici, on va dire que c'est Alice qui gagne le bloc. Donc, elle gagne 50 bitcoins. Et elle envoie son bloc à tous les autres, dès qu'elle a gagné, dès qu'elle a trouvé ce nonce. Les autres vérifient très vite qu'il est effectivement correct, parce que en un hash, ils peuvent hasher le nombre que Alice a trouvé, concaténé avec le bloc précédent et le bloc que Alice a trouvé, et on voit tout de suite que effectivement le nombre est plus petit que la valeur souhaitée. Du coup, tout le monde accepte ce bloc et considère qu'il il fait partie de la blockchain. Ensuite, imaginons que maintenant qu'avec 50 bitcoins, Alice elle peut donner de l'argent, disons à Carole. Donc elle va donner 10 bitcoins à Carole. Donc elle va créer une transaction, elle va signer à la transaction qu'elle va envoyer à tout le monde. Cette transaction, elle peut être inclue dans un bloc, ou enfin, dans des blocs que les participants vont créer. Et alors disons maintenant que le bloc suivant, il est trouvé, il est miné par Bob. Donc c'est lui qui trouve le nonce gagnant. Et donc une fois qu'il l'a trouvé, il l'envoie à tous. Encore une fois, les autres vérifient, ils l'acceptent, ils le mettent à la blockchain, et c'est à ce moment-là qu'on considère que Alice, elle a vraiment donné 10 bitcoins à Carole. Une fois que tout le monde l'a reçu, tout le monde est d'accord sur l'état du système, et dans cette chaîne commune, on peut donc savoir combien d'argent a chacun des participants. Pour ça, on peut recalculer en repartant du Genesis. On voyait qu'au début dans le Genesis, personne n'avait rien, et on exécute la transaction dans les blocs suivants pour se rendre compte que Alice a reçu 50 bitcoins, puis a donné 10 bitcoins, donc du coup elle en a 40, et Carole en a 10. Bob a reçu 50 bitcoins dans le dernier bloc aussi. Donc maintenant on sait, on peut refaire notre base de données avec une ligne par participant, voir combien a qui. Et donc on voit que la quantité de bitcoins augmente à chaque fois, et ceux qui possèdent des bitcoins peuvent en donner à n'importe qui. Alors il y a un mécanisme qui s'assure que la difficulté de trouver un bloc reste toujours de telle manière que la moyenne entre deux blocs soit 10 minutes. Donc même s'il y a plus de nœuds qui participent, qui minent, la difficulté va s'adapter avec un mécanisme pas très compliqué, mais que je n'ai pas envie de détailler ici. Donc du coup qui s'adapte au hash rate global. Ok, maintenant rapidement, regardons ce qui se passe si Alice tente de faire une double dépense. Parce que c'est quelque chose qu'on voulait éviter, je vous rappelle. Alors si elle envoie deux transactions en conflit, donc les créateurs de blocs, les mineurs, les participants, ils ne vont inclure qu'une seule transaction. Car on a vu, on peut imaginer que cette transaction soit conflictuelle. Et donc s'ils incluent les deux transactions, le bloc ne va pas être valide, il va être accepté par personne. Donc il n'inclut qu'une seule transaction. Et donc, peut-être que certains vont inclure une transaction et d'autres vont inclure une autre transaction. Donc finalement, c'est le bloc vainqueur qui va décider quelle transaction sera acceptée. Et l'autre sera rejeté à tout jamais. La seule manière de faire une double dépense, c'est de faire en sorte que plusieurs blocs valides contenant des transactions différentes soient en concurrence en quelque sorte. Que certains croient que c'est un bloc qui a été valide, alors que d'autres croient que c'est un autre bloc qui est validé. Donc c'est-à-dire que Alice, elle pourrait par exemple créer un bloc contenant l'autre transaction et essayer de faire en sorte de l'envoyer aux autres en même temps que le premier bloc soit accepté. Donc dès que quelqu'un trouve un bloc contenant la première transaction d'Alice, Alice envoie aux autres l'autre bloc contenant l'autre transaction. Comme ça, du coup, les gens ne sauront pas quel bloc accepter. Ça peut être une manière de faire. Et effectivement, ça met une ambiguïté dans le système, il y a une incohérence, et ça c'est... Donc comment ça c'est traité par Bitcoin ? Les gens, du coup, ils vont mettre en attente ce bloc-là, ils vont dire, on le garde, mais pour le moment, on ne dit pas que Alice on ne sait pas quelle transaction accepter. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont... ceux qui ont reçu le premier bloc en premier, ils vont continuer de miner
donc de chercher le bloc suivant dans cette chaîne. Ceux qui ont reçu le bloc d'Alice, bah, en premier, ils vont penser que c'est lui qui est correct, et donc ils vont miner, ils vont chercher le bloc suivant pour essayer d'étendre la chaîne d'Alice. Et dès qu'un autre bloc est trouvé, donc ça va augmenter la longueur d'une des deux chaînes. Et donc en fait, c'est ça qui va permettre de décider quel bloc va être accepté. C'est comme ça qu'on résout l'incohérence, et une fois qu'on a une chaîne plus grande, et ben c'est celle-là qui est considérée comme acceptée, et tout le monde repart sur celle-là, et essaie de miner celle-là, d'augmenter la longueur de cette branche. Et ils vont ignorer l'autre bloc. Peut-être que c'est le bloc d'Alice qui va gagner, hein, mais c'est pas grave, parce que jusqu'à maintenant, on a dit que tout le monde était au courant que c'était un peu ambigu, qu'il fallait attendre le bloc suivant pour valider. Alors en fait, Alice, elle peut continuer à faire perdurer cette incohérence si elle arrive à faire en même temps un autre bloc sur l'autre branche. Elle peut du coup faire en sorte que les deux branches soient encore de même taille, de longueur 2, et que du coup personne ne sache encore laquelle branche est la bonne. Et du coup en fait on va répéter ce processus, du coup les gens ils vont miner la branche qu'ils ont reçue en premier, essayer de l'étendre, et au bout d'un moment c'est un troisième bloc qui va sortir, et qui va décider laquelle des deux branches va gagner. Donc la seule manière que Alice a pour faire perdurer cette incohérence pendant très longtemps, c'est à chaque fois de générer un bloc en même temps que les autres. Donc du coup, en fait, elle doit avoir une puissance de calcul qui est égale à l'ensemble de puissance de calcul des autres dans le système. Donc en gros, elle doit avoir la moitié de la puissance de calcul globale du système, ce qui est potentiellement énorme. D'accord ? Donc, et en pratique, on ne peut pas de toute façon empêcher quelqu'un qui a plus de la moitié de la puissance de calcul de faire un peu ce qu'il veut, quoi. Donc là, c'est vraiment une condition suffisante pour casser le protocole. Il suffit d'avoir plus de 50% de la puissance globale de calcul. Et donc, on voit qu'en pratique, plus les blocs sont profonds dans la chaîne, plus la probabilité qu'un nœud puisse créer une chaîne parallèle qui annulerait ce bloc est faible. Parce que ça voudrait dire que la personne qui veut casser ce bloc-là, elle devrait créer plus de blocs, de plus en plus de blocs parallèles pour faire une chaîne plus longue, parallèle, qui permettrait de dire que l'autre, finalement, n'est pas valide. Et donc la probabilité que ça arrive décroît de manière exponentielle à partir du moment où personne n'a plus de 50% de la puissance de calcul, évidemment. Et c'est pour ça qu'on considère généralement, dans Bitcoin notamment, un bloc qui est confirmé par 6 autres blocs, donc c'est-à-dire 1 heure après avoir été émis, est un bloc qui ne changera plus. Et on peut considérer que les transactions qui s'y trouvent sont définitivement validées, et donc là on peut vraiment considérer qu'elles ont eu lieu. Donc c'est ça qu'on va dire, voilà, on peut dire décider au sens consensus du terme, c'est ces transactions-là qui sont décidées, et toutes les autres peuvent encore changer en fonction d'un coup de chance d'un des participants. Donc c'est à ce moment-là que, par exemple, Carole peut décider de donner le sandwich à Alice une fois que la transaction vers Carole a été confirmée par 6 blocs, ce qui peut être assez long du coup. Ok, dans le cas de Bitcoin, on remarque que même si effectivement Alice possède plus de 50% de la puissance de calcul, est-ce qu'elle a vraiment intérêt à faire une double dépense, à s'en servir pour faire une double dépense? En fait, si elle a vraiment une grande puissance de calcul, elle peut s'en servir pour gagner les gains qui sont dans les blocs. Elle pourrait gagner plein de blocs et gagner plein de Bitcoin de cette manière-là. D'accord ? Donc ça pourrait être une manière d'utiliser. Alors que si elle embête les autres, en quelque sorte, elle va un peu saper la confiance dans la monnaie, ce qui peut faire chuter son cours. Donc elle a tout intérêt à ne pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment la force de Bitcoin, c'est que la sécurité du protocole, en fait, elle est garantie par le fait que les participants ont intérêt à suivre le protocole. Donc en fait, des agents malicieux, à partir du moment où ils veulent maximiser leurs gains, ils vont suivre le protocole quand même. Donc c'est vraiment, ça c'est un des intérêts très importants, c'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve en Bitcoin, 90% des acteurs sont malicieux, mais comme ils veulent gagner de l'argent, en fait, ils suivent le protocole. Donc on voit la différence un petit peu avec le terme byzantin, qui lui était une faute arbitraire. Ici, on peut supposer qu'on a plus d'agents même malicieux, apparemment ils ont des comportements rationnels. Voilà, donc on a vu la technologie blockchain, et on voit effectivement qu'elle a ouvert un champ entier de recherche, en fait, qui mélange à la fois l'algorithmique distribuée, avec des liens, on a vu notamment avec le problème du consensus, mais elle utilise aussi beaucoup la cryptographie, et aussi la théorie des jeux, où l'on cherche à étudier le comportement rationnel des agents face à un algorithme, et à vérifier que ce comportement n'incite pas les participants à attaquer le protocole.
Voilà, merci pour votre attention et on se voit en cours pour répondre à vos questions.